Donc bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Noémie Hoth du coup et j'ai fondé Grandir Ego qui n'est pas une association. C'est pas grave. C'est quoi alors? C'est pas grave. C'est une structure de formation donc, qui permet aux parents et aux professionnels de réduire l'impact des stéréotypes dans l'éducation qu'ils donnent aux enfants. Et donc la première étape pour ça, c'est de comprendre comment se construisent ces stéréotypes et ces inégalités dans l'enfance. Et c'est ce que je vous propose de faire ensemble aujourd'hui. Et la première question que j'ai à vous poser, c'est à main levée, qui pense que ce bébé est une fille? Qui pense que ce bébé est un garçon? Ok, quelques mains, il n'y avait personne pour fille. Qui n'en sait rien? Ok, c'est ce que je pensais. En fait, moi non plus, j'en ai aucune idée, parce que c'est une photo que j'ai trouvée sur un site d'images libres de droit, et les parents indignes de ce bébé l'ont habillé de façon neutre, et donc on n'a aucune façon de savoir si c'est une fille ou un garçon. Et en fait, cette problématique, elle continuerait jusqu'à la puberté si on habillait et on coiffait les filles et les garçons de la même façon. On aurait très peu de chance, en fait, on aurait juste 50-50, le hasard, de savoir le sexe de cette personne. Je vous explique un peu les différences biologiques qui existent dans l'enfance entre les filles et les garçons. À la conception, il y a soit le gène XX, soit le gène XY. Dès ce moment-là, ça se complique un peu, parce qu'il y a certaines personnes qui ont d'autres gènes, par exemple XYY, on appelle ça les personnes intersexes, d'accord ? Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais si on reste sur les deux grandes catégories, XX, XY, pendant la grossesse, les fœtus XX ne vont recevoir que des œstrogènes, donc vont développer un vagin, une vulve et des ovaires, si tout se passe bien. Et les fœtus XY vont recevoir de la testostérone une certaine partie de la grossesse et donc développer un pénis et des testicules. À la naissance, à part la différence d'organes reproductifs, on a le même cerveau, les mêmes membres, les mêmes organes. Ça peut paraître évident, mais c'est quand même mieux de le rappeler parfois. Et on a les mêmes taux d'hormones, œstrogènes et testostérone. Il n'y a que vers 2-3 mois qu'il y a une mini-puberté, où on reçoit un peu d'œstrogène si on est XX et un peu de testostérone si on est XY. Mais ensuite, jusqu'à la puberté, on n'a aucune différence dans les taux d'hormones, ou alors des différences individuelles. D'accord ? Et pourtant, je suis sûre que dans votre quotidien, soit en tant que professionnel, soit en tant que juste parent personnel, ça vous arrive très peu souvent de vous tromper sur le genre de l'enfant que vous avez en face de vous, sur savoir si c'est une fille ou un garçon. Et ça, c'est grâce au genre. Donc le genre, c'est tout ce qui n'est pas biologique. Donc ce qui est biologique, c'est le sexe. Donc je vous ai parlé des gènes, je vous ai parlé des hormones, des organes reproductifs internes et externes, et des caractéristiques sexuelles secondaires qui arrivent avec la puberté et justement les différentes hormones. Et le genre, c'est tout le reste. Le genre, c'est la construction sociale de la différence des sexes. On définit des catégories, d'accord ? Et on assigne à ces catégories des caractéristiques. C'est une construction sociale, c'est-à-dire que c'est véhiculé par des institutions, dont les médias qui nous intéressent aujourd'hui, d'accord, dans les représentations qui s'en sont faites, dans les façons de montrer les différents personnages et les différents genres. Mais c'est aussi quelque chose qui se vit personnellement, ce qu'on appelle l'identité de genre, d'accord, c'est à quoi nous on s'identifie, comment on se sent, qui on est. La définition des genres, comme c'est une construction sociale, elle varie selon les lieux et les époques. Donc, en France actuellement, globalement, ça reste 2 boîtes, d'accord, la boîte fille ou la boîte garçon. Suivant son organe sexuel externe à la naissance, on nous assigne une boîte, et puis dedans, il y a tout ce que sont, font, aiment les filles et les garçons. Mais en fait, une autre façon de représenter le genre, je ne sais pas si vous voyez très bien. Éteindre un peu la salle, je ne sais pas si c'est possible. Donc, ça, c'est une image qui est issue du site The Gender Book, qui est en anglais, mais qui a plein de ressources très visuelles pour parler du genre et que je vous recommande. Et donc, il propose de représenter le genre comme une planète. Ça va mieux. Encore, allez, voilà. C'est parfait. Après, vous pouvez plus écrire vos questions. Hein. Non, c'est bon. La salle, c'est bien. La salle, c'est bien. Donc une planète qui est à la fois définie selon les sociétés et à la fois qui est définie par
la façon dont les personnes s'emparent de cette planète. Donc là, vous voyez des continents féminins et masculins. Donc on peut décider, on peut être assigné, donc naître sur un continent et décider d'y rester. C'est ce qu'on appelle les personnes cisgenres. Donc voilà, moi par exemple, j'ai été assignée femme à la naissance et je me sens femme, donc je suis cisgenre. Ce qui n'empêche pas de redéfinir dans le continent ce que c'est d'être une femme, qu'est-ce que c'est pour moi être une femme, etc. Et d'autres personnes vont peut-être décider d'aller sur un autre continent ou de rester dans la mer. Et donc vous avez en bas le genre neutre, le genre divers, varié. Enfin, voilà. Il y a plein de façons après de définir qui on est, de piocher dans les boîtes. Et en réalité, si vous regardez dans votre quotidien, vous avez probablement très peu de personnes qui correspondent 100% aux boîtes que je vous ai montrées. D'accord ? On connaît tous et toutes, on peut tous dire les choses qui sont dans ces boîtes, qu'est-ce qu'on attribue au féminin et au masculin, mais personne n'y correspond totalement. Et c'est pour ça que le contenu de ces boîtes, c'est ce qu'on appelle un stéréotype. Donc un stéréotype, l'étymologie, stéréo c'est fixe, ferme, solide, et type c'est une empreinte, une marque, et donc les stéréotypes c'est les images qu'on attribue à certains groupes selon une caractéristique, donc là en l'occurrence les filles ou les garçons, et qui est forte, pourquoi ? Parce qu'elle est partagée. Quand je dis partagée, c'est pas forcément que tout le monde est d'accord avec ces stéréotypes, mais par contre tout le monde les connaît, d'accord ? Tout le monde les a appris. Alors pourquoi on a des stéréotypes ? Je vous ai dit qu'on essaie tous avec le même cerveau, d'accord ? Et ce cerveau, en tant qu'être humain, à la naissance, il a des milliards de connexions neuronales entre les neurones. Et ce qui fait que le temps de réflexion est très long. Il faut s'imaginer, c'est comme un labyrinthe. Les informations pour passer, elles mettent beaucoup de temps. D'accord ? Et les stéréotypes, ça nous permet en fait, de catégoriser et de diminuer ce nombre de connexions. Et c'est notamment utile dans ce genre de situation. Si on se retrouve face à un ours, si on a le stéréotype ours égale danger, c'est quand même beaucoup plus pratique. Parce que du coup, on va moins réfléchir. Déjà, on n'a pas à réfléchir. Est-ce que l'ours il est de bonne humeur ? Est-ce qu'il a bien mangé ? Est-ce qu'il a été bien éduqué ? Est-ce que si, est-ce que ça, etc., etc. Juste, on va se dire ours égale danger. Ok, je fuis ou je fais le mort ou peu importe, mais j'agis. Ça se trouve, c'est complètement faux. Ça se trouve, cet ours, en fait, il est super sympa, il a bien mangé, il a juste envie de jouer. D'accord ? Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le genre et les ours ? Le rapport, c'est par exemple quand vous devez acheter un cadeau pour un enfant que vous ne connaissez pas, d'accord ? Un nouveau-né ou l'ami de votre enfant. Souvent, la seule info que vous avez sur cet enfant, c'est son sexe ou son genre plutôt, fille-garçon. Et bien, mine de rien, quand vous rentrez dans un magasin où il y a 1 milliard d'informations, d'accord, plein de couleurs, plein de choses écrites, des prix, etc., etc., le fait qu'il y ait ce stéréotype, c'est soit fille et donc elle aime ça, soit c'est garçon et donc il aime ça, ça vous permet de vous concentrer que sur la moitié des rayons. Très pratique. Vous avez votre cadeau plus rapidement. Ça se trouve, l'enfant en question n'aime pas du tout les jouets associés à son genre. Mais bon, ça vous a permis d'aller plus vite et surtout que votre cerveau ne fasse pas un gros bug, un gros freeze et qu'il arrête de fonctionner. Autre situation peut-être quand même un peu moins stressante que l'ours enragé, mais quand même relativement stressante, un bébé qui pleure. Donc ça, c'est une étude qui a été faite pour la première fois par Condry en 1976 et qui a été reproduite plusieurs fois après. On prend des adultes, on leur montre un bébé qui pleure, donc un bébé neutre toujours, avec un pyjama jaune. À la moitié des adultes, on leur dit que ce bébé est une fille, à la moitié, on dit que c'est un garçon. Et on leur dit là, comme ça, tout de suite, pourquoi vous pensez que ce bébé pleure ? Et bien, en général, si on a dit aux adultes que c'était un garçon, les gens vont dire que c'est parce qu'il est en colère ou qu'il a faim. Et si c'est une fille, parce qu'elle est triste et que sa maman lui manque. Donc vous voyez bien tout de suite que c'est probablement complètement faux. Enfin, peut-être que ça n'a rien à voir avec ça. Mais par contre, ça nous permet d'avoir une analyse rapide, sans avoir à réfléchir, juste une explication qui nous vient tout de suite comme ça. Alors évidemment, plus on connaît l'enfant, moins on a besoin de se servir des stéréotypes, d'accord ? Plus on connaît ses goûts. Mais ça veut dire que déjà de base, quand on ne le connaît pas, on lui colle les stéréotypes de façon automatique et sans réfléchir. C'est les stéréotypes.
Et pourquoi on apprend les stéréotypes? La grande utilité, à part le fait que notre cerveau est paresseux et qui doit gérer un flot d'informations extraordinaires quand on y pense chaque jour, à part ça, l'autre enjeu pour les enfants, c'est que nous sommes des animaux sociaux. Contrairement aux autres mammifères qui sont viables dans les premiers jours après leur naissance, nous, on a besoin d'être acceptés dans le groupe et qu'on prenne soin de nous. D'accord ? Et donc, on arrive avec plein de connexions neuronales, et ensuite notre expérience dans l'environnement dans lequel on est nous permet de ne garder que les connexions neuronales importantes pour vivre dans la société dans laquelle on est. D'accord ? Donc les premières années de la vie, c'est juste observer le maximum de choses pour trier et garder uniquement ce qui va nous servir. Et donc, on a vraiment cette tendance-là à créer des catégories extrêmement facilement. Il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, mais j'ai pris celle de Bigler en 2001, parce qu'elle se base sur une catégorie qui n'a aucun fondement biologique. L'expérience de Bigler, c'est de prendre des classes, et dans les classes, de mettre des enfants en t-shirt rouge et des enfants en t-shirt bleu. À une partie des classes, on dit aux professeurs de ne pas mentionner cette différence, t-shirt bleu, t-shirt rouge, d'accord, de ne pas en parler. Et à l'autre, on leur dit, vous la marquez. Vous ne dites pas des stéréotypes, vous ne dites pas les t-shirts rouges sont comme ci, les t-shirts bleus sont comme ça, mais vous le mentionnez. Par exemple, vous dites bonjour les t-shirts bleus, les t-shirts rouges, bonjour les filles et les garçons, ou allez les t-shirts rouges, on y va, ou etc., etc. On marque juste cette différence. Le simple fait de marquer l'existence de cette catégorie suffit en quelques semaines à développer deux choses. Les enfants développent une préférence pour leur groupe et du coup, en opposé, aiment moins l'autre groupe, et ils développent des stéréotypes sur l'autre groupe. Donc, et ça a été fait sur le racisme, ça a été fait sur toutes les catégories sociales possibles. Quand on a des catégories et qu'on les marque, on crée des stéréotypes dessus. D'accord ? Par exemple, les enfants, ils savent très bien distinguer blond et brun, mais par contre, ils ne développent pas de stéréotypes dessus. Parce que ce n'est pas socialement important. Ils voient bien qu'on ne marque pas la différence. Par contre, le genre, on la marque beaucoup, tout le temps, partout. Et du coup, l'apprentissage du genre va extrêmement vite. Donc ça a été étudié pour la première fois par Kohlberg en 1966, et ça a été testé depuis très régulièrement. C'est les stades d'apprentissage du genre dans l'enfance. Et donc ce qu'on observe, c'est que dès 2 ans, les enfants sont des experts du genre. Ils ont atteint le stade d'identité de genre, donc ils savent classer les adultes selon leur genre, donc dans nos sociétés femmes-hommes, sur la base de l'apparence physique, du comportement, des attitudes et des activités. Donc, en fait, très très rapidement, par exemple, ils associent le rose aux filles, les cœurs et les étoiles aux filles, les pompiers aux garçons, etc. Comment ? En observant leur famille et en observant les médias qui les entourent, les images qui les entourent, etc., etc. À ce stade, ils peuvent aussi s'identifier eux-mêmes en tant que filles et garçons et avoir déjà une préférence pour les objets genrés. Pourquoi cette préférence ? Encore une fois, parce qu'ils ont vu que la catégorie était importante, parce qu'ils ont eu des signaux de la part des adultes que c'était bien de se conformer, et que du coup, ils essayent de se conformer au maximum. À 3-4 ans, ils atteignent la stabilité de genre. La stabilité de genre, c'est, on comprend que si on est une fille, on va devenir une femme, si on est un garçon, on va devenir un homme. Mais par contre, à ce stade-là, ils n'ont pas encore compris que dans notre société, on essentialise le genre, c'est-à-dire qu'on dit le genre, il est lié à notre sexe biologique et donc ça ne bouge pas. Ils pensent que ça change suivant les activités, les habits qu'on porte, etc. Et donc c'est une période où il y a très peu de flexibilité chez les enfants. Souvent, chez les petites filles, c'est la période rose. Il y a plein de parents qui vont dire « mais elle veut mettre que du rose, etc. » C'est cette période-là où on a compris que c'était important de se conformer à ces cases-là pour être accepté dans la société. Et ça, ils n'ont pas tort. Si on regarde les personnes transgenres aujourd'hui, que je vous dis sur la planète qui décident de changer de genre, ils sont victimes d'extrêmement nombreuses discriminations et violences. Et donc, les enfants, ils se conforment à cet âge-là. Et puis, vers 5-7 ans, ils atteignent la constance de genre et donc ils comprennent que, en gros, quoi qu'ils fassent, si à la base on les considérait comme garçons, on va continuer à les considérer comme garçons. On peut se dire du coup que c'est
mal, entre guillemets, parce que ça veut dire qu'ils essentialisent, donc ils disent que le genre, c'est uniquement lié à la nature, alors qu'on l'a vu, c'est très différent. Mais en même temps, ça leur apporte une flexibilité, parce qu'ils sont plus à l'aise et que du coup, ils s'ouvrent à des choses. Voilà, c'est pas parce que je vais jouer avec une poupée que je vais plus être un garçon. Bon, même si ça se... plus ou moins suivant les âges, mais grosso modo, à partir de cet âge-là, on a plus de flexibilité. Et puis, à partir de la puberté, à partir de 12 ans, il y a une nouvelle phase de rigidité qui est liée au changement physiologique, d'accord, et qui, du coup, re-questionne un peu ces choses-là. Voilà, à ce stade, je vous ai dit que, en gros, on est fait pour avoir des stéréotypes, que ça a une utilité sociale, et donc la question, c'est quand même de dire, ok, mais pourquoi on s'embête à lutter contre, si c'est si naturel et que ça permet notre survie? Et bien, le problème, c'est que les stéréotypes, ils sont générateurs d'inégalités. Alors, il y a plein de choses qui se passent, mais je vais vous parler principalement de ce qu'on appelle la mécanique sexiste, qui est basée sur la mécanique raciste théorisée par Pierre Thévagnan. D'accord ? La mécanique raciste, c'est l'idée que les stéréotypes légitiment les inégalités. Les stéréotypes, c'est quoi ? C'est donc on divise les populations par rapport à un critère arbitraire, donc là, le sexe, hop, femme, homme, en oubliant au passage les intersexes que je vous ai dit tout à l'heure, mais voilà. On leur attribue des caractéristiques, d'accord, et on hiérarchise ces caractéristiques. Donc, dans nos sociétés, le féminin, ce qui est considéré comme féminin, est globalement vu comme moins bien que ce qui est masculin. Ça se voit d'une façon très simple, c'est que c'est plus facile pour les filles de transgresser les normes, d'aller vers du masculin, que pour les petits garçons de transgresser. D'accord ? Un petit garçon qui porte une jupe, aujourd'hui, c'est choquant pour beaucoup de monde. Et c'est très dur. Et ça, c'est parce que on arrive mieux à comprendre qu'une fille veuille aller vers quelque chose qui est masculin parce que c'est vu comme mieux qu'un garçon, pourquoi il irait vers quelque chose d'en dessous, quoi. Ça ne fait pas sens. Et donc ces stéréotypes-là, ils légitiment les inégalités. Donc un exemple typique, les femmes sont sensibles, d'accord, sont plus sensibles que les hommes. On naturalise, c'est lié aux émotions, c'est lié aux hormones, etc., etc. Donc c'est naturel. Et donc ça légitime les inégalités. Si elles sont plus sensibles, on ne va pas les mettre en position de pouvoir. D'accord ? Elles seront mieux à s'occuper des enfants, etc. Voilà pourquoi c'est compliqué. Et il y a une autre chose dont je ne vais pas parler parce qu'on n'a pas trop le temps, mais qui pourra vraiment vous intéresser, c'est la menace du stéréotype. C'est le fait que le stéréotype, en plus, s'auto-réalise à cause du stress qu'il crée chez les personnes. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Les 4 points que je voudrais que vous reteniez de cette présentation, c'est qu'on surestime énormément les différences biologiques. Énormément. Il y en a dans l'enfance, en tout cas. Il y en a très peu. Que les stéréotypes de genre sont culturellement définis, mais qui sont entretenus par le fonctionnement biologique naturel du cerveau. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dur de lutter contre. D'accord ? Nous avons tous et toutes intégré, même malgré nous, des stéréotypes et nous les transmettons. Même quand on travaille dessus, il faut toujours travailler plus, parce qu'on a toujours des mini-réactions que les enfants perçoivent en fait. Et ces stéréotypes sont problématiques parce qu'ils sont vecteurs d'inégalité et de violence. Je n'ai pas parlé, juste pour revenir vite fait sur stéréotypes inégalité. Quand on dit les garçons sont violents, on l'essentialise, c'est les hormones, c'est ci, c'est ça. Après, ça légitime les violences. D'accord ? Ils sont comme ça, et on ne peut pas s'en empêcher, donc c'est inévitable. Voilà, donc tout ça, ça nous permet... Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est pour savoir comment lutter contre les stéréotypes. La première étape, c'est de travailler sur soi. La deuxième étape, c'est de fournir le plus de contre-exemples et de redéfinir les stéréotypes et de redéfinir les catégories, de les fluidifier, d'arrêter de penser en boîte et plutôt penser en planète. Et de s'adapter à l'âge de l'enfant, savoir qu'à certaines périodes, il va être plus ou moins flexible et que c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Noémie. Alors on peut...